J'ai regardé une étude qui dit que en 2030, 45% des femmes en Afrique seront en surpoids ou obèses. Ça veut dire que c'est quand même un sujet important. Comment on fait pour mincir sainement? Alors, c'est le surpoids maintenant, c'est un problème de santé publique mondial, quoi. Le mot sainement, c'est le mot important ici, parce que finalement mincir, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de se restreindre, de ne pas manger aussi riche qu'avant, et ensuite on perd du poids. On mange moins que ses besoins et on perd du poids. Mais si ça doit être au coût de sa santé, ça ne vaut pas le coup. Et les mauvaises méthodes pour mincir peuvent vraiment porter atteinte à la santé. D'accord. Donc, quelles sont les mauvaises méthodes? Alors, la première méthode à laquelle on pense, c'est les régimes draconiens. Donc, des personnes qui veulent mincir, et souvent, première chose, c'est j'élimine un repas. Donc, je ne mange plus le petit déjeuner ou je ne dîne plus. Ça, c'est très fréquent. Très fréquent. C'est vrai. Oui, on supprime un repas ou même deux. Il y a des gens qui finissent par ne manger qu'un seul repas par jour. Donc, à manger beaucoup, beaucoup moins que les besoins de leur organisme. Et évidemment, ça affaiblit le corps, puisque il ne reçoit plus autant d'énergie que nécessaire pour qu'il puisse fonctionner comme n'importe quel moteur. Il y a des carences en nutriments, en vitamines, en sels minéraux. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez ces personnes-là? C'est une grosse fatigue, une humeur de chien. C'est-à-dire, on est de très mauvaise humeur. Très irritable. Très irritable parce qu'on n'est pas nourri, on n'est pas nutri. Évidemment, des carences qui peuvent aller même très loin, si ça dure assez longtemps. On a, plus ou moins, ça peut être plus ou moins long, ces régimes-là, et on peut avoir une fonte musculaire, parce que quand le corps ne reçoit pas assez de nutriments, d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller brûler des graisses. C'est comme ça qu'on mincit. Donc, il reçoit pas assez de nourriture extérieure. Il va chercher ses réserves de graisse. D'accord, il va puiser dans les graisses. Il va puiser dans les graisses, il va brûler les graisses pour les transformer en sucre. Parce que il y a tellement de cellules dans le corps qui ne peuvent pas se nourrir d'autre chose que le sucre, qu'il faut absolument qu'il y ait du sucre. Donc, il va chercher les graisses. Mais il va aussi chercher des muscles, selon. Et au bout d'un certain temps, il va chercher aussi des muscles, il va commencer à utiliser les muscles, et ça c'est le pire des états. C'est qu'à un état où le corps commence à se manger lui-même, à manger sa masse musculaire, c'est vraiment pas bon. Et donc il commence à utiliser les muscles. Avec cette fonte musculaire qui vient de ces régimes draconiens, etc., vient aussi une fragilité de la masse osseuse. C'est-à-dire on fragilise la masse osseuse. Parce que plus la masse, on a de la masse musculaire, plus le squelette est fort. Le squelette n'est pas statique. Notre squelette passe son temps à se remodeler. Il y a des cellules dans le squelette qui mangent de l'os, d'autres qui créent de l'os. Et ils sont tout le temps en train de faire des choses et de remodeler notre squelette. Donc on peut renforcer sa masse osseuse en renforçant sa masse musculaire. Très bien. Voilà. Donc déjà en mangeant assez de calcium, de vitamine D et tout ça, mais en termes d'activité, on renforce sa masse musculaire, on renforce sa masse osseuse, parce que la masse musculaire elle est très lourde, elle pèse sur le squelette, et donc le squelette se force à devenir plus fort. D'accord. Voilà. Et donc en perdant de la masse musculaire, on perd de la masse osseuse aussi. Et pourtant il y a beaucoup de gens qui ne mangent qu'un repas ou 2 repas par jour et qui apparemment s'en tirent très bien. Enfin, ça leur convient. Alors, on dit bien apparemment. Et aussi, encore une fois, on est toujours en règle générale. Donc, ce que je dis, c'est en règle générale. Effectivement, il y a des personnes qui mangent peu, mais ça leur suffit. Et ce sont des personnes qui sont en bonne santé en mangeant moins que la moyenne, parce que ça correspond à leurs besoins. C'est toujours la même chose. Chacun a ses besoins. C'est vrai. Et l'essentiel, c'est de manger autant qu'il faut pour que soit proportionnel à nos besoins. Et qu'on ait l'énergie, en fait, de mener sa vie. C'est ça aussi. Voilà, absolument. Donc, pas de régime draconien. Pas de régime draconien. Éviter absolument, même si c'est quelques jours, non. Non. Et en plus, alors, je vais parler d'une de ces conséquences qu'on appelle l'effet yo-yo, parce que je voudrais parler des régimes à la mode. Parce que finalement, les régimes à la mode, ça équivaut plus ou moins à des régimes draconiens parce que c'est très, très restrictif. Et donc, il y en a eu pas mal, tous les 2 ans, tous les ans, il y a un régime à la mode. En ce moment, c'est le jeûne intermittent. Mais avant ça, il y avait le régime cétogène. Il y a toujours des gens qui pratiquent ça, d'ailleurs. C'est quoi le régime cétogène? Alors, le régime cétogène, c'est pareil que le régime hyperprotéiné. C'est pareil que le régime Dukan,
qui était à la mode il y a quelques années. Et tout ça, ce sont des régimes qui sont pas nouveaux, hein. Je pense que le pionnier des régimes hyperprotéinés, c'était un médecin qui s'appelait Atkins, qui était américain, qui était d'ailleurs un cardiologue, qui avait inventé ce régime où on éliminait toutes les sources de sucre. Donc, tous les féculents, les fruits, les produits laitiers, toutes les sources de sucre. Pas de pain, pas de riz, tous les féculents. Okay. Pas de pâtes, pas de rien. Et résultat des courses, on fond en fait. C'est tellement rapide comme amincissement parce que ça opère du même principe dont je parlais tout à l'heure, c'est que y a plus de sucre qui rentre du tout. Là, on parle même pas d'éliminer un repas. On parle il y a plus de sucre. Et là, le corps, il va, mais à vitesse grand V, il va brûler la graisse qu'il avait gardée pour transformer ça en sucre. Sinon le cerveau ne fonctionne plus, etc. Les reins ne fonctionnent plus, et donc le corps est affolé, il brûle. Et donc ça, c'est juste un type de régime. Mais alors, quels sont les effets secondaires Mais des gros effets secondaires. Alors, d'abord, bonjour la constipation. Ah oui. Parce qu'en fait, finalement, on mange beaucoup de protéines. On mange des légumes comme ça, en passant. Donc, il y a beaucoup de problèmes de constipation. Après, les gens qui suivent ces régimes-là se retrouvent à prendre des compléments alimentaires, des fibres par-ci, etc. Beaucoup de carences aussi. Et il y a une étude, c'est là qu'on parle de l'effet yo-yo. C'est des régimes, que ce soit les régimes à la mode ou d'autres. L'effet yo-yo, c'est quand on a fait un régime. Et ce régime-là est très contraignant, il est même draconien, et on perd beaucoup. Mais pendant ce temps-là, on a beaucoup aussi ralenti le métabolisme. C'est-à-dire que le corps, quand on le force comme ça, de façon vraiment violente, d'aller brûler ses graisses, pendant ce temps-là, lui, il se programme pour ralentir, pour dépenser le moins de calories possible. Il s'adapte. Alors, et ce qui se passe, c'est que on perd beaucoup. On va perdre, mais au bout d'un moment, on en a jusque là. C'est difficile de tenir. Les régimes, on tient jamais vraiment longtemps sur des régimes. C'est rare. Alors, il y a des personnes qui sont super motivées, qui doivent tenir des mois et des mois, mais la moyenne, c'est on tient 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis on lâche l'affaire. Pendant ce temps-là, le corps ralentit. Il est très smart, il est très intelligent. Et quand on en a marre, on se remet à manger normalement. Donc, le métabolisme est là. Et nous, on recommence à manger là. Et on reprend tout le poids qu'on avait perdu, plus quelques kilos en plus. En général, on reprend plus, on reprend plus, parce que le corps se dépense beaucoup moins qu'avant le régime. Et c'est pour ça qu'on reprend plus. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va reprendre un autre régime, et on reprend encore plus. On perd, on reprend plus. Ainsi de suite. Et donc, j'ai vu bien des cas de personnes qui, en fait, à force de faire des régimes, ce que j'appelle les serial régimeurs, les régimes à répétition. À force de faire des régimes, se retrouvent avec plus de poids qu'ils n'avaient à la base à perdre. Je me souviens toujours tous ces efforts-là. Et pendant ce temps-là, donc, il y a des études qui montrent clairement que quand on a fait des régimes en série, on est plus à risque de maladies chroniques, comme le diabète. Et pourquoi? La physiologie qu'il y a derrière ça, c'est que à chaque fois qu'on a restreint le corps, il a eu à faire des changements, il a eu à avoir recours à des méthodes de compensation métabolique qui finalement favorisent des maladies comme le diabète. C'est réel. Quelle compensation? Est-ce que tu peux expliquer un peu? Pourquoi? C'est un corps qui va essayer de faire le plus avec le moins. C'est-à-dire qu'avec le peu qu'on lui donne, il devient très efficient encore. Il va aller chercher du sucre partout. Il va essayer de garder le taux de sucre élevé dans le sang pour pouvoir compenser, pour pouvoir nourrir ses organes, quoi. Et finalement, toute cette efficacité, eh bien, ça dérègle l'organisme et ça peut mener à un diabète, à une autre maladie métabolique. On a vu également que avec le régime de hyperprotéiné, etc., il pouvait y avoir des atteintes aux reins. Parce que quand on mange énormément de protéines, c'est les reins qui doivent gérer tout ça. Toute cette en partie. Qui doivent gérer le métabolisme des protéines. Et donc, il y a une sorte de sursollicitation des reins qui n'est pas indiquée.
Ok. Oui. Et donc, compter les calories, savoir exactement ce qu'on ingurgite en termes de calories, est-ce que c'est si important? Je pense pas que ce soit important. Et moi-même, dans ma pratique, je ne parle jamais de calories à mes patients. Plutôt savoir composer ses repas avec les aliments indispensables là. Comme on a dit, savoir doser. Et savoir doser, finalement, ça relève de des sensations du corps. C'est savoir écouter son corps. C'est ça, en fait. Toujours. On en revient toujours à ça. On revient toujours à ça. Donc, quand on sait que dans mon assiette, il doit y avoir telle chose, et on mange dans une assiette de taille normale. Donc, parce que clairement, en mangeant dans une grande assiette ou un bol carrément, on a tendance à manger plus. Oui, mais bon, en Afrique, on a aussi parfois l'habitude de manger tous ensemble autour du grand bol. Oui, ça nous aide pas, hein, parce que, enfin, ça n'aide pas certaines personnes, parce que du coup, on n'a pas idée des proportions de telle ou telle chose qu'on a mangé. On sait qu'on doit manger au moins autant de légumes que de féculents, d'aliments carnés au déjeuner, au dîner, globalement. Comment le savoir dans un bol commun? C'est un peu compliqué, quoi. Il y a des méthodes. C'est moins facile. C'est moins facile. Mais on sait aussi quand il y a beaucoup à manger, on a tendance à manger beaucoup. Même quand c'est une assiette individuelle et que l'assiette est trop grande, on va avoir tendance à la remplir et donc à beaucoup manger aussi derrière. Donc déjà, on commence par une assiette de taille standard. Littéralement, c'est une assiette qui fait 28 cm de diamètre. Ah bon, carrément, oui, carrément. On a la dimension. Oui, c'est les assiettes taille standard. Ok, 28 cm de diamètre. 28 cm de diamètre. Et là, on dispose nos petites, nos aliments, un tiers protéines, un tiers viande, enfin un tiers féculent, un tiers légumes, en sachant que vaut mieux manger plus de légumes que des autres. D'ailleurs, je vais retourner un petit peu en arrière, c'est-à-dire même au moment où on se sert, on doit être à l'écoute de son corps, parce que c'est le cerveau qui nous dit en fait qu'on a assez dans l'assiette. Tu sais, quand tu te sers, il t'arrive à un moment où tu te dis ça doit me suffire. Oui, c'est un peu inconsciemment qu'on se dit ça et on s'arrête de se servir. Sinon, on pourrait continuer. Eh bien, ça, c'est le cerveau qui nous le dit. Parce que il regarde, on a les yeux connectés au cerveau, il sait ce qui suffit à notre corps. Et donc, quand on se sert et que on se dit, ça devrait suffire. Et parce que c'est un plat qu'on aime particulièrement dire, je vais rajouter une cuillère à soupe. C'est là que les problèmes commencent. Voilà, parce qu'on a déjà mis un petit peu trop dans l'assiette. Après, on passe au niveau 2. Maintenant, je mange à une vitesse normale. Je dépose mon couvert, je reprends une fois que j'ai avalé. Et juste au moment où on reçoit la sensation de satisfaction, sans que l'estomac soit rempli, on s'arrête de manger, quel que soit ce qui reste dans l'assiette. Même s'il reste dans l'assiette, on écoute son corps. On sent que c'est bon, on range le reste dans un Tupperware et on range au réfrigérateur. Pour le lendemain. Pour le lendemain, le repas suivant. Pas de gaspillage. Et puis, on saura que la prochaine fois, je vais pas rajouter l'extra la cuillère à soupe de riz de plus. D'accord. Parce que finalement, l'autre, ça me suffisait, la quantité initiale. Petit à petit, on s'éduque, on sait que je sais que cette quantité en général, ça me convient. Après, ça peut varier aussi. Certains jours, on est un peu plus, on a eu plus d'activité, on est un peu plus fatigué, on a besoin d'un peu plus de force. Exactement. Et là, le cerveau nous dit d'en mettre plus. Ok. Voilà. Donc, c'est toujours le même système, quoi. On sort pas de ça. Quels sont les autres régimes, alors? Alors, il y a le jeûne intermittent. Et moi, tout ce que je dirais du jeûne intermittent, avant de dire les méfaits et tout ça, c'est que, je suis contre toute forme d'alimentation qui nous force à ignorer les besoins du corps, qui nous force en fait au lieu de juste écouter son corps, on est dans une restriction cognitive, c'est-à-dire on décide intellectuellement de ne pas manger et on fait fi des besoins physiologiques du corps. Alors là, dans le jeûne intermittent, le principe c'est de ne pas manger pendant 16 heures. Et on a ensuite une fenêtre de 8 heures pour manger. Ça peut varier, je pense, les heures. Hein. Ah, absolument. Il y en a, c'est 12 heures. Enfin, 12 heures, ils mangent, 12 heures, ils mangent pas. C'est ça. Mais le schéma le plus répandu, on va dire, c'est 16 heures, 8 heures. D'accord. Et souvent, ça équivaut à arrêter de manger très tôt dans la soirée. Ensuite, on dort toute la nuit, évidemment, on ne mange pas. Et ensuite, on saute le petit déjeuner. Et on mange en fin de matinée ou au début d'après-midi pour faire les 16 heures de jeûne. C'est ça. Donc, par exemple, on s'arrête de manger à 18 heures et on reprend le lendemain à 10 heures.
Donc, ce qui fait que pendant 16 heures, on a jeûné. On a jeûné. Pendant ce temps-là, peut-être bien entre 18 heures et l'heure où on va se coucher, on a faim, mais on ne mange pas parce qu'on est en jeûne intermittent. Peut-être bien que au réveil, probablement, on a faim. Au lieu de manger, on va boire du café parce que ça coupe l'appétit. Ça, en tout cas, ça masque la faim. On va boire des thés, des cafés, histoire de faire durer le jeûne pour couper après au bout de 16 heures. Mais quels sont les arguments de ceux qui préconisent ce type de jeûne? Alors, il y a une étude qui a montré que le jeûne intermittent aide à réguler le taux de sucre. Il y a une étude par là-bas qui a montré que le jeûne intermittent était bon pour le cholestérol. Il y a une étude et c'est des études comme ça très éparpillées. Personne ne va aller chercher la qualité de ces études. Ouais. Personne. Tu sais pourquoi on n'a pas encore de prescription sur le jeûne intermittent? D'abord, on n'a pas encore assez d'études de bonne qualité que des scientifiques peuvent rassembler en méta-analyse, là, ce qu'on appelle la méta-analyse, pour regarder tout ça et dire quelles sont les grandes lignes qu'on peut dégager de façon fiable. Parce qu'on a des études qui sont fiables, qui se sont basées sur un échantillon qui était représentatif, par exemple, d'une certaine population. C'était pas 10 personnes à qui faisaient le jeûne intermittent qu'on est allé observer sous un microscope. Tu vois, c'est une large étude clinique. On a regardé, comparé des personnes qui suivaient un jeûne intermittent à des personnes qui ne suivaient pas un jeûne intermittent, et ensuite on fait vraiment une synthèse de tout ça, et des grands experts se retrouvent et disent est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait prescrire? Ça n'a jamais été fait. Pour l'instant, ça n'a jamais été fait. Donc finalement, il n'y a pas tant de données que ça. Absolument pas, il y en a pas. Et tu ne verras jamais un nutritionniste ou une diététicienne qui se respecte, qui va prescrire à qui que ce soit. Ce serait même à la limite illégal, le jeûne intermittent, parce que ce n'est pas une prescription, en fait, nationale ou internationale. Ok, c'est juste une mode. C'est une mode. C'est un régime à la mode. Oui. Alors, ensuite, pour chaque étude qu'on va citer pour dire, il y a des bienfaits soupçonnés, on peut dire qu'il y a aussi des études qui disent il y a des méfaits soupçonnés. Oui. Par exemple, moi, j'en ai vu une qui a été publiée dans un journal scientifique qui est assez réputé, qui montrait que, en fait, le jeûne intermittent semblait affecter des indicateurs cardiovasculaires de façon négative. Oui. Et donc, on pourrait citer ça et dire, pas de jeûne intermittent. Mais non, on ferait pas parce que il n'y a pas encore assez de données. Voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, voilà, pourquoi se torturer à ne pas manger alors qu'on n'a pas faim? Là où on pourrait obtenir la même chose en mangeant sainement et on mincit. Mais on mange selon nos besoins. Et on n'a aucune forme de carence ni rien du tout. Alors, pour revenir à ce jeûne, oui, vas-y. Oui, je voulais te poser la question par rapport aux jeûnes religieux. Oui. Dans la religion musulmane, par exemple, on a le mois de Ramadan où on jeûne. Est-ce que ça veut dire quoi alors ce que tu viens de dire par rapport à ce jeûne-là? Oui. Alors le jeûne religieux, si on prend le mois du Ramadan, d'abord c'est pas un jeûne c'est moins de 16 heures. Je peux te dire parce que déjà on peut se lever avant l'aube pour prendre un petit déjeuner. Oui. Donc on prend un petit déjeuner. Après on a un jeûne de 14 heures, 15 heures. Ça dépend en fait des moments de l'année. Et puis ça dépend dans quel pays on est. Dans quel pays on est. Donc ça peut être plus loin, plus long ou plus court. Et ensuite on coupe le jeûne et puis on mange normalement. Et aussi il faut savoir que c'est un jeûne sur une durée déterminée. Oui, c'est 29 jours de jeûne ou 30 jours maximum. Ouais. Donc c'est pas un jeûne sur des mois et des mois quoi. D'accord. Donc il y a une grosse différence et ce jeûne-là d'ailleurs, on a vu qu'il y a des bienfaits sur ce jeûne-là à durée déterminée. C'est à condition qu'on mange de façon saine. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on mange n'importe comment. Voilà. Donc, il faut quand même manger de façon équilibrée, même pendant la période de Ramadan ou de Carême. Et là, on a des bienfaits. Quels sont les bienfaits alors? Alors, on a vu, et ça, c'est des études qui ont été faites souvent au Maghreb, dans le Maghreb, et on a vu que le jeûne, dans ces conditions-là, on mange bien en dehors du jeûne et on jeûne pendant 14-15 heures, eh bien, ça contribue à réguler le taux de sucre, la glycémie. On n'a pas de pic de glycémie, on a une meilleure régulation du taux de sucre. Okay. On a une meilleure régulation aussi de la pression artérielle. Il n'y a pas des pics, des baisses, etc. C'est mieux régulé. On a également une meilleure digestion parce que pendant 14 heures, 15 heures, 16 heures selon, le tube digestif est au repos. Et il a tendance à se débarrasser de déchets, quoi. Et à bien se réguler. Il y a plein de gens, justement, quand ils jeûnent, ils trouvent que, là où ils étaient ballonnés avant, là, ils sont beaucoup moins ballonnés. On n'a pas de problème comme il y a des gens, ils jeûnent et c'est des reflux, ça dépend vraiment des gens, mais en général, quand même, ça améliore la digestion. D'accord. On a vu également que, ça aide à perdre de la graisse abdominale.
Donc, si on avait un excès de graisse abdominale et on jeûne pendant 29 jours, on jeûne bien, faut savoir jeûner, eh bien, on a une perte de graisse abdominale. Ok, ça c'est la graisse viscérale. Qui est difficile à enlever. Ouais. À un certain âge, qui est très difficile à enlever. Ouais, mais voilà, donc il y a tous ces bienfaits-là, donc c'est vraiment bien. Mais c'est encore une fois durée déterminée, à condition de manger correctement par ailleurs. D'accord. Donc il y a des intérêts dans le jeûne, il y a des avantages certains, mais il faut que ce soit bien cadré et puis il faut manger équilibré. Il faut pas que ça dure tout le temps, quoi. D'autant plus que quand même moi j'ai eu beaucoup de cas de personnes qui ont eu, pour qui le jeûne a été vraiment un perturbateur, le jeûne intermittent, un grand perturbateur. Okay. Par exemple, j'ai reçu un jeune homme qui avait fait un jeûne intermittent pendant 3 ans, et en 3 ans il a perdu 25 kilos. 25 à 30 kilos. Oui. C'est beaucoup, il était en surpoids. Ouais. Il a perdu ses 25-30 kilos. En le voyant, il avait l'air tout à fait d'avoir une corpulence normale, quoi. Okay. Et là, il venait me voir parce que il n'arrivait plus à se détacher du jeûne. Il avait une peur bleue de regrossir. Et donc, il avait une peur de manger. Ah oui. Voilà. Et il est venu me voir parce qu'il m'a dit, maintenant, ça a un vrai impact sur ma vie social, professionnel aussi, parce que là, il était plus étudiant, il travaillait, et que dans sa boîte, eh bien, ils avaient des petits déjeuners d'entreprise, des pauses café, etc. Et lui, il se voyait pas manger à cette heure-là, parce que c'était son heure de jeûne. Ça fait pas partie de son horaire de jeûne. Ah, oui. Et donc, il a inventé toutes sortes d'excuses, de prétextes pour ne pas manger, et ça a commencé à faire bizarre. Il se retrouvait aussi en mission avec des collègues, et tout le monde se retrouvait le matin pour aller prendre le petit déjeuner, quoi, en mission. Et lui, il devait inventer des choses, quoi, pour ne pas prendre le petit déjeuner. Il m'a dit, il n'en peut plus, et en plus, il a peur de manger maintenant. Et voilà, il fallait régler, compenser ça, quoi. Ouais. Sans compter les gens qui, avec ce jeûne le matin, sont épuisés. Parce que oui. Il faut travailler, quoi, et on n'a pas nourri le cerveau, donc on est vraiment fatigué. D'où, voilà, on s'enchaîne des cafés pour rester éveillé, pour avoir de l'énergie, mais c'est pas l'idéal. C'est tellement embêtant. Alors après aussi, les gens qui lâchent et qui reprennent exponentiellement du poids. Ah oui. Comme d'habitude, l'effet yo-yo dont on avait parlé. Ok, d'accord. Alors, comment mincir sainement, alors, finalement? Comment on doit faire, alors? J'ai presque envie de dire drum roll. Alors, figure-toi que c'est une amour, après des centaines de milliers d'études scientifiques sur comment mincir sainement, c'est-à-dire, et je définis ça, c'est-à-dire mincir, perdre de l'excès de graisse. Le perdre sans engager sa santé. Mm-hmm. Le faire en étant en pleine forme. Et avoir toute l'énergie et puis le moral aussi. Le moral, ah oui, parce que les régimes aussi, ça porte atteinte au moral. Oui. Bon, donc en ayant du bien-être. Okay. Et ensuite, ne pas reprendre, parce que du coup, on est dans le yo-yo aussi. On arrête, on truc. Et la science nous a révélé que pour mincir sainement, il faut manger équilibré et faire du sport. Tout simplement. C'est tout. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Faut surtout pas se mettre au régime. On mange de façon équilibrée. Quel qu'on a défini. Les aliments indispensables dans des portions raisonnables. Parce qu'en fait, il faut un peu comprendre ce qu'il y a derrière le surpoids. Une personne qui est en surpoids, c'est une personne qui, très régulièrement, a mangé plus que ses besoins. Donc, disons que ses besoins du corps sont là. Mm-hmm. Et cette personne mange là tout le temps. Presque tout le temps. Et alors, toute cette différence, le corps le prend et le stocke dans les graisses. Les cellules qui stockent la graisse dans notre corps, on les appelle les adipocytes. Mm-hmm. Tu sais combien d'adipocytes il y a dans le corps? Non. 25 milliards. 25 milliards. 25 milliards de cellules. Ben, c'est pour ça qu'on peut grossir exponentiellement. Ah oui. Qui sont là que pour stocker de la graisse. Okay. Et donc, le corps prend la différence, stocke dans les adipocytes. Et les adipocytes sont des cellules qui se grossissent comme ça. Et selon là où elles se trouvent, où elles sont concentrées, ben on grossit de là-bas. Donc, on grossit des cuisses, les hommes grossissent beaucoup du ventre, parce qu'il y a une concentration d'adipocytes là-bas. On grossit du dos, de partout. Alors maintenant, quand une personne est en surpoids et veut mincir en mangeant équilibré, qu'est-ce qui se passe? On va dire que cette personne va avoir une diététicienne. La diététicienne, ce qu'elle doit faire, c'est évaluer l'alimentation de cette personne.
et voir quels sont les aliments qui manquent, les aliments indispensables. Et ensuite, on va enlever de cette alimentation tout ce qui est en trop. En général, c'est des aliments qui vont l'excès de sucre ajouté, l'excès de graisse, qui explique en fait l'excès de calories. On l'enlève et on met par contre ce qui manquait. Pendant qu'on mangeait à ce niveau-là, le corps, en fait, les besoins étaient là. Mais le corps se dépense à un autre niveau. Parce qu'on lui donne beaucoup. Donc, il se dépense, quoi. Il est content. Il est là, il se dépense. Et tout d'un coup, eh bien, en rééquilibrant l'alimentation de cette personne, on défend à ce niveau-là. Tout d'un coup, on a enlevé plein de calories en excès de cette alimentation, on a rééquilibré. Mais le corps continue à dépenser là, lui. D'accord. C'est l'habitude qu'il avait. Pendant qu'il est là et que nous, on est là, on mincit. Parce qu'il est obligé d'aller chercher dans les graisses. D'accord, je comprends. Pour maintenant se nourrir, faire la différence. Okay. Maintenant, mais le corps, on avait dit, il est très intelligent. Et il n'a pas envie d'aller chercher dans ses graisses. Parce que la graisse, c'est son épargne. Donc pendant qu'il prend dans son épargne, il commence à se ralentir aussi pour arriver au niveau de consommation où on se trouve maintenant. D'accord. Et c'est comme ça que dans le processus d'amincissement, eh bien, il arrive un moment où on stagne. Si on ne fait pas de sport. Voilà. C'est là que le sport entre en jeu. Voilà. Donc, on mange équilibré et on fait du sport pour forcer le corps à rester là pendant que nous, on mange là. D'accord. Tu vois? Parce que le corps, dès l'instant qu'on bouge, on fait du sport, on travaille les muscles, il est obligé de dépenser. Il n'a pas le choix. D'accord. Voilà. Mais donc, ça veut pas dire que parce qu'on fait du sport, on doit manger plus. Absolument. Ben, surtout pas. Ah, parce que beaucoup de gens disent ça. Ben là, justement, c'est là que on fait du sport, on mange plus, on grossit. Et il y a plein de gens à qui ça arrive. Ou des gens qui disent, mais je fais du sport régulièrement, mais je ne mincis pas. Et là, c'est parce que dans cette équation, le mincir sainement, pratiquer du sport, le mincir, c'est 80% alimentation, 20% sport seulement. D'accord. Voilà. Donc, si on fait du sport, mais on ne rééquilibre pas ce qu'on mange, on ne mincit pas. On ne va pas mincir du tout. On ne va pas mincir. Donc, dans le principe, c'est très facile, en fait. Mais le plus difficile, c'est de s'y coller. Oui. Après, c'est de maintenir le cap et vraiment de le faire, quoi, de mettre en pratique. Exactement. Tous les jours. Quelles que soient les circonstances. Parce qu'on a des sorties, on a des célébrations, on voyage, on va manger chez les amis, on va manger dans la famille, et ainsi de suite. Et c'est là que le coaching rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que on a bien vu que des personnes et ça c'est une étude bien sérieuse qui a été publiée, même plusieurs études qui ont montré que en fait des gens ont plus de chance, surtout quand on a beaucoup à perdre. On a plus de chance quand on se fait coacher que quand on fait tout seul. Donc, on peut maîtriser le principe, mais quand on a un coaching avec des objectifs clairs et à travers le coaching, enfin à travers des consultations, quoi, ce qu'on fait, c'est que on dit maintenant on se connaît le principe, on a implémenté. On va maintenant faire face aux difficultés. Voilà, les imprévus, les coups de blues. La réalité pratique, la réalité pratique de la chose. Comment on fait? Et il y a énormément de conseils pratiques qui vont venir avec ça. Quand je donne un programme de rééquilibrage à quelqu'un, c'est pas juste, allez appliquer ça. Non, c'est beaucoup de conseils pratiques selon les habitudes de vie de la personne. Qu'est-ce que j'entrevois qui va vraiment être un problème là pour implémenter ça? Et puis il y a d'autres choses. Par exemple, la qualité du sommeil. Ça a un impact énorme sur notre façon de manger. Donc, je pose toujours la question. Est-ce que vous dormez correctement? Quel est le lien physiologiquement, scientifiquement, entre la qualité du sommeil et l'alimentation? Alors, pour faire simple, quand on manque de sommeil, c'est un stress pour l'organisme. Parce que c'est pendant qu'on dort qu'il y a énormément de fonctions qui se mettent en route, notamment beaucoup de travail du cerveau, de tous les organes, en fait. Et ce travail-là ne peut pas être fait quand on ne dort pas suffisamment ou qu'on n'a pas une bonne qualité de sommeil. Et le corps perçoit ça comme du stress. D'accord. Et ça a un impact sur notre appétit. Parce que le corps, à chaque fois qu'il est stressé, il se dit, tiens, je vais faire des réserves, je vais faire du stock. Parce que quelle que soit la chose qui empêche cette personne de dormir, peut-être que ça va l'empêcher de manger à un moment. Donc, je vais faire des réserves de graisse. Et donc, on a un appétit qui augmente. Ça se passe comment par rapport au cerveau? C'est toujours hormonal. Donc, on a des hormones de stress qui se produisent. Les hormones de stress signalent au corps. C'est quoi, cortisol? Alors, il y a les cortisols, il y en a d'autres. Et qui signalent au corps, ça y est, maintenant, il faut faire des réserves. Et le corps se dit, alors, on va augmenter l'appétit. Donc, on a tendance à manger plus. Et puis, aussi,
on a une appétence particulière pour certains aliments qui sont particulièrement caloriques, des sucreries, les chaussons aux pommes au détard. Par exemple. Donc, on a une appétence pour des aliments riches qui lui permettent de faire des stocks rapidement. D'accord. Donc, le manque de sommeil, c'est un facteur. Le stress, par le même mécanisme, aussi, va avoir un impact.